Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Au Tchad, le président a décidé de décréter l'état de catastrophe naturelle. En effet, les inondations ont touché plus d'1 million de personnes et englouti plus de 465 000 hectares de champs. La population continue de s'organiser pour contenir les débordements du fleuve Chari. L'épidémie de choléra est de retour. Rien qu'au cours des 9 premiers mois de cette année, 29 pays ont signalé des épidémies. Des cas ont été signalés au Cameroun ou au Kenya ou en Syrie. Cette épidémie survient dans une époque où l'OMS a signalé une pénurie de vaccins dans le monde. Enfin, politique en France, une femme d'expérience a été nommée à la tête de l'autorité des marchés financiers. Elle s'appelle Marianne Barba-Layani. Cette énarque était jusqu'à présent la secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Elle succède à Robert Ophèle, dont le mandat s'est terminé à la fin du mois de juillet. Et on ouvre notre édition avec les inondations au Tchad. Dans la capitale N'Djamena, la population doit faire face à ces pluies diluviennes qui ont englouti les terres et les habitations. Dans la ville, des digues sont érigées avec des sacs de terre et il faut désormais se déplacer en pirogue, notamment pour quitter les zones inondées. La moitié de la ville est sous l'eau. Depuis une semaine, ses habitants s'organisent pour contenir le débordement du fleuve Chari. On fait le point avec Emmerich Towenian. Antoinette les pieds dans l'eau, aidée par quelques hommes, ramasse le peu qu'il lui reste de sa maison emportée par les inondations. À Walia, un quartier de N'Djamena, la capitale du Tchad, c'est le désarroi après la montée des eaux provoquée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours. C'était hier vers minuit que l'inondation a commencé. On a sifflé pour demander de l'aide, on a ramassé des objets pour barricader jusqu'à 8 heures environ. Nous étions débordés. Actuellement, nous sommes dans l'eau, nous n'avons plus de force. Au loin, au milieu des eaux, 2 bâtiments de l'hôpital de la localité sont pris au piège. Pour limiter les dégâts, les jeunes du quartier tentent de renforcer les digues qui ont pour la plupart déjà cédé sous la pression de la montée des eaux. On est là depuis presque 5 jours déjà. On est en train de mettre la terre dans les sacs pour fabriquer la digue pour empêcher l'eau qui est en train de prendre l'hôpital Bon Samaritain de Walia. À Walia, depuis l'inondation, pour se déplacer, il faut une pirogue. Plusieurs dizaines de maisons se sont écroulées dans ce quartier qui borde le fleuve Chari dont le lit a débordé la semaine dernière jusqu'à 5 mètres de haut. Des habitants du quartier se retrouvent désormais sans abri et sont obligés d'appeler à l'aide. La maison s'est écoulée même sur nos effets. On a perdu beaucoup de choses. Voilà, les effets sont dehors. Voilà, le monde sont dehors. On n'a même pas un endroit pour aller aller se loger. On n'a même pas de l'argent. Même la nourriture qu'on a, tout est parti. Donc, c'est à eux maintenant de voir comment on est. La mairie du 9e arrondissement de N'Djamena affirme avoir recensé plus de 60 000 sinistrés et essaie tant bien que mal de venir en aide aux victimes de cette inondation. Elle a installé des tentes au niveau de 3 sites pour accueillir 2000 personnes. Mais face à l'ampleur des dégâts causés par cette montée des eaux du fleuve Chari, l'initiative paraît insuffisante. Toujours au Tchad, ce jeudi au matin, de violents heurts ont opposé police et manifestants à N'Djamena, où des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de transition qui devrait s'achever ce jeudi. Mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby a finalement été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une 2e période de transition et auquel Mahamat Idriss Déby pourra se présenter. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré sera investi vendredi prochain président de la transition. Il est le nouvel homme fort du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État et c'était le 30 septembre dernier. Cette investiture est prévue par la charte de la transition adoptée par les assises nationales ayant désigné à l'unanimité le capitaine Traoré comme président de la dite transition.
L'épidémie de choléra est bel et bien de retour. Rien qu'au cours des 9 premiers mois de cette année, 29 pays ont signalé des épidémies. Elle sévit notamment dans plusieurs pays d'Afrique, au Cameroun par exemple, où la maladie a fait près d'une vingtaine de morts. 6 comtés au Kenya, dont la capitale Nairobi, ont recensé une 60aine de cas. Et il faut faire face à la pénurie de vaccins. Dans ce contexte, l'OMS a déclaré passer le vaccin à une seule dose. On fait le point avec Mathieu Nicolas. C'est une situation qui inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. Jeudi, le gouvernement camerounais a annoncé la contamination de plusieurs centaines de personnes au choléra. Le foyer se trouverait à la frontière nord du pays avec le Nigeria. Au moins 17 personnes sont déjà mortes et de nombreux civils se retrouvent dans des situations désespérées dans les hôpitaux. La veille, 3 personnes avaient perdu la vie et 39 cas ont été identifiés dans le camp de réfugiés de Minawao. Des cas qui ne font qu'augmenter. L'ONU se dit très préoccupée. La tendance mondiale va vers des épidémies plus nombreuses, plus répandues et plus graves, dues aux inondations, aux sécheresses, aux conflits, aux mouvements de population et à d'autres facteurs qui limitent l'accès à l'eau potable et augmente le risque d'épidémie de choléra. Pour aider à contenir l'épidémie, le HCR et ses partenaires forment les relais communautaires à l'identification et au signalement des cas suspects, à la surveillance étroite des cas contacts, ainsi qu'à la désinfection des maisons des cas suspects et des espaces publics du camp. Maladie hautement contagieuse, le choléra touche désormais une trentaine de pays dans le monde. L'un des plus touchés, le Kenya, recense près de 60 cas. La maladie serait présente dans 6 comtés du pays, dont la capitale Nairobi. Une recrudescence inquiétante qui se heurte en plus à une pénurie de vaccins. Les doses vont devoir être rationnées. La vague actuelle d'épidémie exerce une pression sans précédent sur les stocks. En conséquence, les 4 agences ont décidé de suspendre la stratégie à 2 doses en faveur d'une stratégie à 1 dose, afin que davantage de personnes bénéficient d'une certaine protection. Une stratégie de vaccination qui intervient au moment où, dans le monde, le nombre de foyers de la maladie fait un bond sans précédent. Mais bien que l'interruption temporaire de la stratégie à 2 doses entraîne une réduction et un raccourcissement de l'immunité, cette décision, selon l'OMS, permettra de vacciner davantage de personnes et de leur assurer une protection à court terme. En République démocratique du Congo, le procès qui doit juger les responsables de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en 2021 se tient depuis hier à Kinshasa. 5 Congolais qui nient les faits ont comparu mercredi devant la justice militaire pour le meurtre de Luca Attanasio, tué par balle après avoir été pris dans une embuscade au nord de Goma, aux abords du parc national des Virunga. Un 6e prévenu en fuite est jugé par défaut. Le procès se tient en audience foraine sous une grande tente kaki dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, où sont détenus les accusés. On écoute Maître Joseph Hamzati, il est l'avocat de la défense, et puis on écoutera Maliki Dogo Joseph, une des parties civiles. Le ministère public constata très bien que ce sont des civils bien identifiés. En les arrêtant, ils ne disposaient d'aucun effet militaire. Devaient tout naturellement le déférer devant leur juge naturel, qui est un juge civil. Le meurtre a été commis à l'aide d'une arme de guerre et les rapports balistiques gisent dans le dossier. La défense devait, comme ils ont demandé le renvoi l'autre fois pour consulter à fond le dossier, je suis très certain que la défense a consulté le dossier. Il s'est réalisé qu'effectivement, il y a eu usage d'armes de guerre et qu'à ce sujet, la compétence de la juridiction, la compétence personnelle des juridictions militaires est justifiée par cet alinéa. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale commenté aujourd'hui par Noël Ndong et Lorraine Mabou.
La police du Malawi a annoncé mercredi avoir découvert, dans le nord du pays, une fosse commune contenant le reste de 25 personnes présumées être des migrants venus d'Éthiopie. Selon la police, il pourrait s'agir des restes de migrants clandestins qui faisaient route vers l'Afrique du Sud en passant par le Malawi. Le Malawi est un point de passage régulier pour les migrants d'Afrique de l'Est souhaitant se rendre illégalement en Afrique du Sud. Les autorités ont intercepté 221 immigrés clandestins au cours des 9 premiers mois de l'année, dont 186 Éthiopiens. Alors que son armée subit des revers sur le terrain et multiplie les attaques aux drones contre l'Ukraine, les autorités russes ont commencé mercredi à évacuer la population de Kherson au sud de l'Ukraine. Cette évacuation va permettre à l'armée russe d'installer des remparts face à une contre-offensive ukrainienne. La Russie a instauré la loi martiale sur 4 territoires ukrainiens annexés en septembre. Il s'agit de Donetsk et Lugansk dans l'Est et de Kherson et Zaporizhia où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe dans le sud du pays. Au 239e jour de la guerre en Ukraine, Kiev a annoncé des restrictions d'électricité à compter de jeudi, appelant la population à minimiser leur consommation. La grève pour les salaires chez Total Energy a été reconduite jeudi matin à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et au dépôt de Fézin dans le Rhône. Mais elle est suspendue sur tous les autres sites. Le gouvernement a annoncé de son côté que la situation continue à s'améliorer sur le front des carburants avant les vacances. Après 3 semaines de blocage, les salariés du site Flandre à Mardic, près de Dunkerque, et celui de la Med dans les Bouches-du-Rhône ont décidé de reprendre le travail mercredi soir. Place à la politique en France. La première ministre Elisabeth Borne a déclenché hier à 17h30 l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2023. Un 49.3 déclenché, mais un second approche aujourd'hui. En effet, la bataille sur le budget de l'État est inachevée. Les députés ont enchaîné ce jeudi matin avec celui de la sécurité sociale. Un budget critiqué par les oppositions et également par des professionnels de la santé et qui devrait lui aussi déboucher sur l'emploi de l'arme constitutionnelle. Je vous propose d'écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré sur le 49.3 comme étant une possibilité d'activation par la Première ministre, si la situation le nécessite, dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Et je vais plus loin en vous disant que ce sera le cas sur l'ensemble des textes budgétaires de l'État et de la sécurité sociale. Ensuite, l'évolution des débats s'agissant du PLFSS permettra de déterminer à quel moment il convient de déposer ce 49.3. Mais je redis aussi, la logique restera la même. Lorsqu'il y a des amendements qui sont utiles, qui vont dans le bon sens, qui ne dénaturent pas le projet pour lequel le président de la République a été élu. Le Parlement français a validé la nomination de Marianne Barba-Layani à la tête de l'AMF. La secrétaire générale des ministères économiques et financiers succède donc à Robert Ophèle, dont le mandat s'est terminé à la fin du mois de juillet. La nouvelle présidente de l'AMF a pour priorité de renforcer l'éducation financière des épargnants et de soutenir la compétitivité de la place de Paris, mais pas au détriment de l'intégrité des marchés, a-t-elle déclaré. Voici son portrait dressé par Soukaina Askali. C'est une première, à 20 voix pour et une contre. La commission des finances du Sénat a validé la nomination de Marianne Barba-Layani. Elle devient donc la première présidente de l'autorité des marchés financiers. L'AMF remplit un rôle aussi traditionnel que fondamental sur 3 points, la protection des épargnants, la transparence des marchés et le financement de l'économie. Le nom de Marianne Barba-Layani avait été retenu par le président de la République Emmanuel Macron sur proposition de la première ministre Elisabeth Borne. Je vais tenter d'être synthétique dans mes propos liminaires qui viseront principalement à préciser la vision que j'ai de l'AMF et ce qui, dans mon parcours, a pu me préparer à élaborer cette vision et à me donner les moyens, je l'espère, de la mettre en œuvre. Sa carrière, longue de près de 30 ans, Marianne Barba-Layani la partage entre secteur privé et public. Mais c'est à Matignon, en tant que directrice adjointe au cabinet du Premier ministre François Fillon, et à Bruxelles, en tant qu'attachée financière, que son travail se remarque. Ces allers-retours entre puissance publique et monde bancaire ont parfois soulevé des interrogations de certains parlementaires sur d'éventuels risques de conflit d'intérêts. Quelle indépendance par rapport à l'État ? Et vous avez, comme vous l'avez
mentionné, comme ça a été rappelé, exerçait un certain temps des responsabilités importantes au sein de la Fédération française de banque. Donc dans ces conditions, comment pouvez-vous vraiment nous assurer qu'il y aura de votre part une indépendance qui est indispensable par rapport à la mission première, vous l'avez rappelé, de l'autorité, qui est la protection de l'épargnant? D'autres enjeux devraient occuper son mandat de 5 ans. Renforcer l'éducation financière des épargnants, soutenir la compétitivité de la place de Paris. La secrétaire générale des ministères économiques et financiers qui succède à Robert Ophèle a promis de développer le dialogue avec la société civile, trouver les moyens de parler simplement et efficacement des sujets au public vulnérable, notamment les jeunes. Place à l'écologie, je vous propose de partir en Afrique du Sud où des plages vierges se retrouvent grignotées par les intérêts miniers. Nous irons à Doring Bay. C'est un bout immaculé de la côte sud-africaine qui fait actuellement l'objet d'une bagarre entre opposants écologistes amoureux de leur coin de nature et une industrie minière insatiable. Valentine Exantus. Sur cette plage autrefois sauvage, coquillages et flamants roses cohabitaient sans encombre. Mais aujourd'hui, au large de ce littoral en Afrique du Sud, un énorme trou. Conséquence d'une exploitation minière de diamants et d'autres minéraux lourds comme le zircon. Ici, à Doring Bay, plusieurs autres trous comme celui-ci ont vu le jour. Leur apparition a rendu l'accès à cette plage quasiment impraticable, un crève-cœur pour les habitués de ce coin de paradis. Je m'y promenais avec mon chien il y a longtemps. Je ne veux pas y marcher. C'était ma route préférée pour marcher sur la plage paisible. Vous ressentez certaines choses une fois que vous êtes en phase avec la nature. Donc pour moi, marcher dans cette zone avec un chien, ce ne sera pas la même chose. Voilà mon sentiment personnel sur l'exploitation minière dans notre région. La présence des mines entre mer, plage et terre n'affecte pas uniquement les personnes de passage dans la zone. Elle impacte aussi les pêcheurs qui, eux aussi, sont victimes de cette exploitation qui menace leur activité. Si nous nous rendons dans les zones qu'ils exploitent aujourd'hui, les poissons ont tous disparu. Ils draguaient pour trouver des diamants et le fond de l'océan est vide. Les poissons sont partis. La zone qu'ils ont endommagée était la zone la plus fructueuse pour la pêche. Maintenant, ils l'ont vidée. Dans ce petit village de pêcheurs d'un peu plus de 1200 habitants, certains perçoivent pourtant cette exploitation minière comme une réelle opportunité économique. Je dirais qu'il n'y a pas d'avenir pour la plupart des gens de Doring Bay. La seule chose était la société de pêche Oceana et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Ils devront aller dans d'autres villes comme Cape Town ou Johannesburg. Malgré les revendications des amoureux de ce village côtier, la mine existante exploitée par la société australienne Minerals Commodities a obtenu une autorisation auprès du gouvernement sud-africain pour étendre ses activités à 10 autres plages supplémentaires. Une décision jugée désastreuse par les militants écologistes. Partons maintenant à la découverte d'une jeune Camerounaise qui s'est lancée dans la transformation locale du café. Son entreprise s'appelle Alia Café et elle commercialise de la poudre de café prête à la consommation. L'objectif de cette initiative, c'est d'encourager les exportations du café camerounais, des exportations qui ont chuté de plus de 85% ces dernières années. Reportage de nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Pierre Parfen Dongo et Cyril Nguijoy. C'est dans cet espace de 200 mètres carrés que Jeanne, experte en banque et finance, a décidé de poser les jalons de sa nouvelle activité. Une usine de transformation de café Arabica et Robusta avec un appareillage sophistiqué. Grâce à ce torréfacteur, par exemple, l'on peut torréfier en moyenne 50 kg de café l'heure. On prend une torréfière et on voit à griller, vous voyez, parce que griller comme les arachides en fait, il joue ce rôle-là. Ça c'est mon torréfacteur et là j'ai mon moulin pour pouvoir écraser mon café. Et parlant de la conservation du café, le café est mieux conservé sous forme de grains. La start-upeuse ne dispose pas de champs et est donc contrainte de s'accorder avec des producteurs issus des zones rurales pour recueillir sa matière première. Ce produit, les infusettes, vraiment les consommateurs ils apprécient beaucoup.
Ils s'apprécient vraiment parce que là, c'est de l'innovation. Tout le monde savait le café, il faut avoir de l'eau, il faut avoir une machine à café. Mais ça, c'est juste avec d'eau chaude et une petite tasse à café, une petite tasse, une petite cuillère et de l'eau chaude. La production commercialisée du café au Cameroun a largement chuté de 50,7% lors de la saison 2020-2021. Cette initiative innovante permettra certainement au pays de retrouver sa place d'antan. Le Cameroun figure pourtant dans le top 10 des plus grands producteurs de café. Nous avons une mauvaise image du café au Cameroun. Non, ça donne les palpitations du cœur, ça donne ceci, ça donne, je n'en consomme pas. Et pourtant, non, le café a plusieurs vertus. Le café il est bon pour la santé. Le café ralentit toutes les maladies de la vieillesse, le diabète, tous les types de cancers. Après avoir testé plusieurs activités génératrices de revenus, dont la vente d'eau potable, des jus naturels, c'est finalement en mai 2022 que Jeanne a finalement jeté son dévolu vers ce secteur qui commence à porter des fruits. À présent, elle produit en moyenne 200 à 250 packs de poudre de café et propose des goûts variés et adaptés à tout type de consommateurs. Et on se quitte avec de la musique. L'exposition Fela Kuti Rébellion Afrobeat a démarré ce jeudi à la Philharmonie de Paris, musée de la musique. Cette musique complexe, dont les paroles contestataires faisaient de véritables brûlots, a influencé des dizaines d'artistes, de Paul McCartney à Kezia Jones, de David Byrne, des Talking Heads à De La Soul, une musique admirée autant par Beyoncé que Tom York de Radiohead ou Flea des Red Hot Chili Peppers. Je vous propose d'écouter un extrait. Monkey they shop banana, give me banana, before I jump like monkey. Monkey they shop banana, give me banana, before I jump like monkey. Monkey they shop banana, them banks complain. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Restez avec nous sur Télé Sud. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations.